Voilà, bonjour à tous. Nous sommes le 2 février 2026 et je suis heureux de vous retrouver pour ce cours d'hébreu avancé. Donc, je vais tout de suite partager mon écran avec vous pour que vous puissiez le voir et nous allons regarder ensemble le texte sur lequel nous avons travaillé euh, commencé à travailler la dernière fois. Alors, vous vous souvenez de ce texte. Il s'agit donc d'un ostracon, pardon, singulier, l'ostracon JH22. Je vais vous remontrer une photo que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, tac. Euh, Et donc, on a commencé à regarder la dernière fois donc la première ligne euh, avec la préposition elle, Aleph Lamed, elle, vers, en direction d'eux. Donc, ça introduit le destinataire. Ensuite, on a vu Neriaou, donc ce prénom, Monsieur Neriaou, Nun Resh Yod He Vav. Et ensuite, Vav et. Là, je vous avais dit, il y a des petites lettres qui sont effacées, qui viennent en fait comment dire, d'une inscription antérieure qui a été effacée. On a réécrit par-dessus le tesson de poterie, VL, donc EA, et on arrivait ensuite donc à ce deuxième nom propre. Et je ne suis pas sûr que je crois qu'on s'était arrêté là. Déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la dernière fois? Avez-vous des questions ou des remarques? Non? C'est bon pour vous? Bon, très bien. Alors, donc, on continue. Je vais écrire donc le texte, réécrire le texte à l'écran. Donc, euh, elle. Donc, elle. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était Neriaou. Neriaou. V. Et ensuite, la ligne suivante. Bon, on peut laisser sur la même ligne d'ailleurs. Elle. Et ensuite, alors, c'est quoi le texte? Shin Mem Ayin Yod He Vav. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a une proposition de, de lecture pour ce mot? Normalement, c'est dans vos cordes. Moi, j'ai pensé à Shmayaou. Shmayaou. Très bien. Ouais. Alors, euh, comment vous le vocalisez? Alors, Shin avec un schwa, même avec un patar. Aïn avec un schwa, je sais pas. Mhm. Yod avec un makef et un kametz. Et Un oh, makef avec un makef et oh un non, pas le kabetz makef, qu'est-ce que je raconte? C'est Yod avec oh, un dagesh, pardon. avec un Un dagesh dagesh, et un un kabetz. kametz. Voilà, il y D'accord. a. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que ça vous convient? Que c'est ça que vous avez trouvé aussi? Ça correspond à quoi ce mot? Il y a un personnage biblique qui porte ce mot, Oui. mais je me rappelle plus la référence. Alors, ouais, effectivement, c'est effectivement un personnage biblique. On va le trouver dans le livre de Jérémie notamment. C'est peut-être pas le seul à s'appeler comme ça, mais on va regarder ça tout de suite. Hop. Bon, allez, là, c'est le mot. Hop, tac. Et donc, on cherche. Pardon. Non, c'est. Alors, merde. Ah oui, c'est ça. Pardon. Voilà. Monsieur Shmayahu. Vous voyez, donc Jérémie 26, 20.
Il y eut un autre homme qui prophétisait au nom du Seigneur, Uriaou, fils de Shmayaou, de Kiryat Yarim. Et puis on l'a de nouveau au chapitre 29, verset 24, Shmayaou, Jérémie 36, 10, Shmayaou, et puis on l'a aussi dans les chroniques, Shmayaou, Shmayaou, etc. Donc il peut y avoir plusieurs personnes qui portent le même nom, là, dans les chroniques. En principe, un bon dictionnaire, il fait un petit peu de prosopographie, c'est-à-dire qu'il distingue les homonymes. Il est censé vous dire, dans un dictionnaire, on devrait vous dire combien d'homonymes s'appellent Shmayaou. Et vous voyez, on en dit qu'il y a plusieurs. Vous voyez, là, je suis dans le Club Gartner, ils en identifient 7. Donc, un, le père du prophète Ouria en Jérémie 26, 1. 2, Jérémie 29, 24, la même personne. Que Shmaya 2, ah oui, alors effectivement, quelqu'un qui serait orthographié Shmaya sans le vav à la fin. Troisièmement, le père de Delayahu, Jérémie 36, 12. Deuxièmement, 2 Chroniques 11 de la même personne que Shmaya 1. Cinquièmement, un Lévite, 2 Chroniques 17, 8. Et un Lévite, un autre Lévite. Et une septième personne, un Lévite du temps de Josias. Et en plus, on attire votre attention sur le fait qu'effectivement, il y a aussi des gens qui s'appellent Shmaya, orthographiés, sans le vav à la fin. Et là, on a de nouveau une série, où là, on a beaucoup des Shmaya. Ouh là là, on en a une vingtaine, vous voyez, il y a une vingtaine de personnes, donc c'est un prénom particulièrement populaire, vous voyez, et en particulier beaucoup de la période de la fin du royaume de Juda et de la période de l'exil et du retour de l'exil. Donc c'est un prénom populaire à cette époque-là. Alors effectivement, donc voilà, beaucoup de gens s'appellent Shmayahu. Donc le fait qu'on l'ait sur cet ostracon ne veut pas dire qu'il s'agit du même personnage, évidemment. Ça peut être encore un de ses homonymes. Alors ça c'est intéressant. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est précisément le fait que on peut avoir l'orthographe, c'est-à-dire la même personne, orthographiée tantôt Shmaya et tantôt Shmayahu. C'est pas un cas unique avec ce prénom-là. En fait, vous avez tout un tas de prénoms yavistes, hein. On avait parlé des prénoms théophores la dernière fois, donc les noms propres théophores qui contiennent donc la divinité avec ce diminutif Yahoo qui peut être encore plus diminué en Ya. Et donc le fait qu'effectivement vous avez un certain nombre de personnages pour lesquels on va avoir l'orthographe Ya. Voilà. Donc Yahoo ou Ya. En épigraphie, on a même certains personnages qui sont orthographiés Yod-Vav à la fin. Et donc, avec la question de savoir est-ce que c'était prononcé Yao, donc avec un maintien de la diphtongue, ou bien est-ce que c'était prononcé Yo. Donc, par exemple, si vous orthographiez ce prénom, je vais vous l'écrire. Donc, vous avez donc Shma plus, vous allez avoir Yahoo, ou bien vous allez avoir Ya, ou bien vous pouvez avoir Yod-Vav. Et donc, à ce moment-là, est-ce que c'est Shma Yao à la fin ou Shma Yo? Vous voyez, donc ça, si c'est Yahoo, on sait que ça s'orthographique, ça se vocalise comme ça, Yahoo, enfin, c'est comme ça que les massorètes le vocalisent en tout cas. Si c'est Ya, bon, là on va mettre Ya tout simplement. Théoriquement, il faudrait un Mapic, mais en général pas, je pense. Le He est carrément tombé. Il y a un affaiblissement du He, donc avec ou sans Mapic. Et puis carrément, sinon, alors, est-ce qu'on dit Yao, par exemple? Est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'était carrément contracté en Yo? Voilà. Je ne saurais pas vous dire. Il n'y a aucun moyen de savoir évidemment comment c'était prononcé à l'époque, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a effectivement un affaiblissement. Donc c'est les mécanismes auxquels vous êtes habitués. Vous avez un amuissement possible du guttural faible. Vous savez, le Aleph tombe facilement, le He facilement aussi. La contraction des diphtongues, AO ou AI, donc évidemment le Vav et Yod étant des semi-consonnes seulement, peuvent facilement être réduits à l'état vocalique. Donc voilà, on a un personnage qui est bien documenté. Le sens de ce prénom ne pose pas de problème. La racine Shama, vous connaissez. Ça veut dire quoi, Shama? Regarder Entendre, écouter. ou entendre, oui, Regarder. entendre. Voilà, Oui, c'est ça. Shema Donc, Israël. Oui. Shama, ça veut dire entendre. Voilà, c'est ça. Donc, vous connaissez Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad. Bon, voilà. Donc, Shema, ça veut dire entendre. Alors là, il est justement vocalisé Shema. Comment vous analysez
du coup, on a la racine, hein, shin, mem, ayin. Maintenant, comment vous analysez cette racine? Est-ce que vous en faites un verbe? Si oui, quelle conjugaison, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, grand silence. C'est un verbe vocal, Shama? Un verbe vocal. Alors très bien. Si c'est un verbe Ouais. vocal, comment on vocalise? Ah pardon, c'est pas ça que je voulais afficher. Voilà, c'est ça que je voulais afficher. Si on a un verbe vocal, euh, comment on vocalise un verbe vocal? Ah, c'est comme Catal, c'est Oui. Shama. Et donc, Ah, attendez. Euh, ouais, c'est ça, troisième personne du masculin. troisième personne Shama. Oui. masculin singulier. Qu'est-ce qu'on met comme voyelle pour Kametz, non, normalement, Kametz Patar. Kametz pata? Voilà, Kamet exactement. Pata. Voilà. Ouais, Donc ça, c'est la c'est ça. vocalisation normale du cadre. On est un A en syllabe ouverte, on a un kametz. On met un A en syllabe fermée, on met un pata. Voilà. Donc, a priori, pas de difficulté. Shama, entend. Il entend. Ou il a entendu, si vous le mettez au passé. Bon, voilà. Donc, il entend. Donc, Shama Yahou, Yahou entend. Jusque-là, pas de problème. Mais là, vous avez remarqué la vocalisation, c'est Shma Yahou. Alors, Ouais. pourquoi est-ce qu'on met Shma Yahou? Parce qu'on a fait un seul nom et que l'accent s'est déplacé. Ah Donc, c'est ah! devenu une antébrétonique, non? Eh oui, oui, absolument, très bien. Alors, effectivement, C'est bon. euh, la raison pour laquelle il n'y a pas de voyelle sous le shin, c'est effectivement qu'on est en situation antéprétonique. L'accent Mhm. doit tomber sur le Yahoo. Ah mince, attends, il faut que je change de clavier. Yahoo, voilà. Donc, Ya est la syllabe accentuée, ça c'est la syllabe donc prétonique, ça c'est l'antéprétonique. Et donc l'antéprétonique tombe, donc au lieu de dire Shama Mhm. Yahoo, on va dire Shma Yahoo, Mhm. tout simplement. Euh, Très bien. Est-ce qu'il y a encore des remarques ou des corrections à apporter à cette vocalisation? Je crois qu'il y a le fameux dagesh dans le yod. Alors, un dagesh dans le yod. Pourquoi un dagesh dans le Ouais. yod? Effectivement, tout à l'heure, vous m'avez Alors, dit, il faut c'est un mettre un dagesh dans le yod. processus de palatisation. De palatalisation. Oui, alors, c'est ce qu'on avait Ouais, vu avec Neri Yahoo, où j'avais c'est expliqué ça. Ouais. qu'effectivement, il y a un phénomène de palatalisation ou de mouillure. C'est-à-dire que vous avez la consonne ye qui est elle-même précédée d'un son i. Donc, ça fait ia. Donc, on glisse, vous voyez, il y a la langue qui va comme ça glisser sur le palais. IA. Et donc, on va avoir tendance, en faisant glisser, à donc euh, euh, à, euh, euh, rester plus longtemps sur la consonne iode. D'accord? IA. Ici, est-ce qu'on a le même phénomène où la consonne iode, ie, serait elle-même précédée d'une voyelle i? Ben non. Et non. Elle est précédée de quoi, la consonne iode? Ben, d'un haïn. D'un Euh, aïn. un qaf. Eh oui. Donc, Ah on a non, une, un cheval, pardon. avec un schwa, donc on a une syllabe fermée. Cha, Ouais, c'est ça. ma, Ouais. ya. Et donc, le iode débute une syllabe, et donc il ne peut pas avoir de dagesh. Alors, on ne peut pas consonner, sinon ça veut dire qu'on commencerait par deux consonnes. On ne peut pas commencer par deux consonnes, une voyelle. Ouais. D'accord? Donc le Oui, aïn, oui. effectivement, est une consonne. Nous, on ne le prononce pas, mais il faudrait évidemment fermer shma, ouais, shma, yahoo. Donc, effectivement, on ne va pas mettre de dagesh euh, dans le yod. Shma, yahoo. Voilà. Alors, si vous voulez vérifier, voilà, bah, vous avez regardé, vous voyez la vocalisation Shma Yahoo, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non? Ça va? On peut continuer? Je vais juste vérifier s'il y a d'autres personnes qui essaient de se connecter. Non, ça va. Tout le monde a l'air d'être là. Enfin, en tout cas, tous ceux qui avaient prévu d'être là ou tous ceux qui ont relevé leur mail ou la curiosité de m'écrire. Alors, donc on écrit, on a donc deux destinataires, à Neriyahu et à Shmayahu. Donc c'est intéressant, quelqu'un écrit à deux autres personnes. Bon, déjà, on peut supposer que
les deux, donc Neriyahu et Shmayahu, sont des collègues, ils travaillent ensemble. Vous voyez, si on va essayer de comprendre un peu à qui on a affaire, on va probablement essayer d'en déduire que ils sont là, ils ont reçu la lettre. Alors, soit la lettre telle qu'on l'a trouvée, elle vient de chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont archivé la lettre reçue en disant voilà, on a reçu une lettre et donc elle est archivée, ce qui est la solution la plus probable. Une autre hypothèse serait que ce qu'on a là soit le brouillon d'une lettre qui leur a été écrite et qu'elle soit restée auprès de l'expéditeur et que l'expéditeur ait lui aussi conservé une archive. Vous savez, c'est comme quand vous envoyez un mail à quelqu'un et vous gardez une copie pour vous en disant pour vous souvenir de la lettre que vous avez envoyée à quelqu'un. Bon, voilà. En tout cas, on a une personne qui écrit à deux autres, et donc on a une formule standard. On commence par indiquer les destinataires. C'est comme sur l'enveloppe, quand vous avez une lettre, vous commencez par dire à qui ça s'adresse. Alors, regardons maintenant la suite du texte. Donc, vous voyez ici, on a fait les deux premières lignes. Hein. El Neriyahu, V El Shmayahu, et puis ensuite, on arrive à la ligne 3, ici. Alors la ligne 3, vous voyez ici, on commence avec ce petit peigne-là, qui est la lettre He, d'accord? Donc la lettre He qui est caractérisée par les trois traits parallèles, bordés par un trait à droite, pardon, et en général, on a une écriture un peu penchée. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a tendance à écrire. Le trait supérieur dépasse normalement à droite, c'est le cas ici, vous voyez, sur les trois traits parallèles, le trait supérieur dépasse à droite, donc là on a un script qui écrit très bien. Voilà, il écrit bien. Euh, et donc, c'est la lettre He. Ensuite, vous avez ici une lettre avec les trois dents comme ça, c'est le Shin. Alors, le Shin, il écrit très vite, puisque vous voyez, au lieu de faire vraiment une sorte de trident comme ça, il a tendance à faire un V, et puis un autre trait parallèle au V. Vous voyez, il fait hop, comme ça. Il fait à peine le lien entre il fait à peine le lien entre le deuxième et le troisième trait. Donc, vous avez un trait comme ça, et puis ensuite les deux qui sont parallèles. Euh, Chine, la lettre suivante est le lamed, qui est facile à reconnaître, hein, parce que donc c'est la seule qui dépasse comme ça au-dessus. Lamed. Et puis là, ici, vous avez la lettre mem, qui est caractérisée donc par cette tête, comme ça, qui est avec comment dire, avec un deux retours. Vous avez un premier trait, un deuxième, donc à chaque fois une sorte de geste. Vous faites le premier geste, le deuxième, et vous descendez. Et donc c'est une lettre qui a une hampe, qui descend et donc qui est en diagonale. Et puis là, un point à la fin. Euh, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc le Aleph. Ici, on l'avait déjà vu le Aleph en début de ligne. Vous voyez là, on avait un gros Aleph avec un trait vertical plus vous avez un autre trait dans l'autre sens et puis un autre trait en dessous. Donc vous avez comme une sorte de T, sauf que normalement le trait vertical se fait soit en une fois, vous faites une sorte de retour. C'est comme le A majuscule. Si vous tournez la lettre, ça vous donne le A majuscule. Et donc soit vous faites ces deux traits-là en une fois, soit vous faites d'abord une sorte de T, et puis ensuite vous faites le deuxième trait en dessous. Vous voyez ici, vous avez le trait vertical, et puis ensuite vous avez les deux traits. Alors soit vous en faites un et puis un deuxième, soit vous faites les deux traits comme ça en un seul geste. Ça dépend des scripts comme il est écrit. Ensuite, vous avez le TAV, qui lui, effectivement, est un gros trait. Alors, vous voyez qu'il a des traits épais, et ça, c'est parce qu'il est écrit justement avec une brosse, donc un pinceau en forme de brosse. Donc, si vous faites les traits dans ce sens-là, donc les brosses, ça vous fait un trait épais, et si vous le faites dans le sens, ça vous fait des traits plus fins. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait un peu de calligraphie, ou si vous voyez ce que je veux dire, mais ça, voilà, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle des pleins et des déliés. Et puis là, vous avez de nouveau la lettre même, vous voyez, avec le premier geste, comme ça, tac, tac. Le deuxième, on reproduit, et ensuite la hampe. Aleph, taf, même, et puis point. Et puis après, bon, on va voir la suite après. Donc, j'écris ça à l'écran. Euh, je vais le mettre, où est-ce que je vais le mettre? Moi, je vais le mettre en dessous après, ou je vais le mettre à côté. Ouais, je vais mettre ça à côté. Hop. Euh, hop. Alors, on a dit et Shin, Lamed, même point, Aleph, Tav, même point. Alors, est-ce que vous avez qui propose une vocalisation pour ce passage?
Quelqu'un d'autre, peut-être que ceux qui ont déjà parlé, non? N'ayez pas peur de vous tromper, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Shalom, je suppose, au début. Shalom, très bien. Alors, comment... Atem. Atem, très bien. Shalom Atem. Alors, bien. comment vous vocalisez ça? Je sais. Le He, c'est un kamat, il me semble. Kametz, d'accord. Ensuite, Ouais, kamet. Un patar ici. Et Patar, j'ai plus le nom. Excuse. Pour le son O, c'est ça s'appelle un cholem. un problème, oui. Voilà, alors un cholem. Alors, Shalom, et puis ensuite, Ensuite, je dirais ensuite, je dirais que c'est Athème. Alors, Athème. Je ne sais plus si c'est un kamat ou un patar qu'on met pour Athème. Kamat sur un patar. voilà. Et puis ensuite, et un serré, je pense. inséré. Alors, on va regarder ça. Et, Et vous le comprenez comment alors, alors? mais je suis pas sûr du tout. On verra. Et donc, Shalom Atem, vous le traduisez comment? La paix sur vous. La paix sur vous. D'accord. Alors, euh, donc, Shalom, la paix. Euh, et ensuite, vous, Athènes, vous. Alors, sauf que, justement, vous dites sur vous, mais sur la préposition sur, on la voit pas ici. Qu'est-ce qu'on voudrait pour avoir une préposition sur? Qu'est-ce qu'on utiliserait en hébreu comme préposition? Alors, soit la préposition sur, al, Oui. ayin lamed, ou alors Aïn lamed. peut-être même, peut-être un lamed tout court, peut-être, Ou un les lamed tout court. hamed, Ah, les atem plutôt. ouais. Alors, effectivement, donc on peut imaginer plusieurs prépositions. Sur, c'est al. Préposition lamed, c'est vers, à, voilà. Donc, Mm, shalom, la paix, à vous, quelque chose comme ça. Alors, mm, si on avait une préposition, on- en plus de ça derrière, on n'aurait pas athème, parce que athème, c'est un pronom indépendant. Est-ce que vous savez mm. comment on dit à vous avec la préposition lamed? Euh, euh, alors, non, avec la proposition lamed, non. Non, je pensais à l'era, au verbe l'era là, mais là, ça n'a rien à voir. Alors, l'echa, c'est à Euh, toi, mais effectivement, mm, on comprend qu'on met un pronom suffixe. Ra, deuxième masculin oui, singulier, au pluriel, deuxième masculin pluriel. mm. Quel est le pronom suffixe? C'est pas ra. Est-ce que quelqu'un sait? Rem. C'est Rem. chem. Ouais, effectivement. L'era, Donc, on l'era. dirait chem. Et d'ailleurs, au lieu de mettre un cheval, on mettrait un kametz. Lachem. Mm.
Donc, on dirait lachem à vous. Et si c'était al, alors là, il y a un petit piège, c'est qu'en fait, la préposition al, quand elle prend des suffixes, elle se comporte comme si c'était un mot pluriel. Donc, on va lui mettre un iode, comme s'il y en avait plusieurs. Ça vient du fait que la racine al vient d'une racine géminée ou d'une racine troisième faible. En tout cas, c'est une racine faible, troisième géminée ou faible. Et donc, du coup, elle se comporte comme si il y avait plusieurs. Et donc, il faut prendre les paradigmes des termes au pluriel, des noms au pluriel. D'ailleurs, les paradigmes, je peux vous les afficher rapidement à l'écran, d'ailleurs, pour vous rafraîchir la mémoire. Ouais, on commence avec sous, tout simplement, vous voyez. Cheval, souci, sous-sera, sous-serre, sous-saut, sous-ça, sous-sédouce, sous-srem, sous-sren, sous-sam, sous-sam. Bon. Et vous voyez, au pluriel, quand il y en a plusieurs, on va dire sous-saï, sous-secha, sous-saïr, etc. Et donc, sous-serem. Et donc, c'est la même chose que vous allez avoir pour al. Vous voyez, al se comporte au pluriel comme si c'était aller, donc avec une sorte de pluriel construit. Et donc, ça veut dire qu'on va dire alechem, écrit comme ça. Donc, effectivement, on va avoir le pronom suffixe, bon, lui, il bouge pas, mais vous allez avoir le séréiode qui est caractéristique quand on met au pluriel construit. Le chem va prendre l'accent. C'est un suffixe lourd, consonne, voyelle, consonne. Donc, c'est un suffixe lourd, il prend l'accent. Les suffixes lourds, donc c'est consonne, voyelle, consonne. Les suffixes lourds prennent l'accent. Donc, allez, chem. Du coup, l'antéprétonique va tomber. Ça, c'est la voyelle tonique, la syllabe tonique. Ça, c'est la prétonique. Ça, c'est l'antéprétonique. Donc, on fait tomber, on met un schwa. Alors, le schwa, on va le colorer parce que c'est un haïn. On ne peut pas mettre juste un schwa mobile sous un haïn. Non, ça, c'est pas possible. Donc, on va colorer le schwa. Donc, on va dire alechem sur vous. Donc, si on dit shalom alechem, ça veut dire paix sur vous. D'accord? Et ensuite, toujours dans les paradigmes, puisque je parlais de la préposition lamed, voyez, ici, notez que quand vous avez donc pour le coup le suffixe, là on met un suffixe pas derrière un nom pluriel, hein, tout simplement, comme vous avez sous-rem, ça vous fait la-rem. Je sais pas, j'ai mis une note 14, je ne sais pas ce que c'est que cette note 14. La voyelle A précédant le suffixe se maintient, alors que dans notre cas, oui, c'est vrai. Et effectivement, il faut préciser que ce que je disais tout à l'heure, on ne dit pas lechem, alors que là on dit lecha, voyez, mais on va pas dire lechem, on va dire lachem. Donc il y a quelques cas comme ça, effectivement, en syllabes ouvertes, derrière une syllabe finale fermée, etc. Enfin, ouais, donc c'est pareil pour l'ahem, vous allez avoir la, vous allez avoir la vocalisation, l'ahem ou la hemma, d'ailleurs, vous pouvez avoir des suffixes longs. Mais ça, c'est plus rare. Bon, là, à Qumran, on a pas mal de suffixes longs, hemma, ou au contraire, des suffixes encore plus courts où le he va carrément tomber, il reste que l'âme. Donc vous avez le choix, vous voyez, entre une forme très longue, moins longue ou pas longue du tout. Vous avez 3 longueurs possibles pour le suffixe. Donc, ici, pour revenir à notre texte, voilà. Donc, si vous dites shalom à vous ou sur vous, en fait, il va falloir dire shalom alechem ou shalom lachem. Là, on a atem. Donc, au niveau syntaxique, c'est pas extraordinaire. Parce que atem, c'est le pronom indépendant. Alors, par ailleurs, puisqu'on parle du pronom indépendant, notez que on va regarder tout de suite la vocalisation du pronom indépendant, atem. Alors, je sais pas si j'ai pas de paradigme pour ça, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. En fait, donc atem, le pronom indépendant, ce qu'il faut savoir quand vous apprenez ce vocabulaire-là, c'est qu'il y a un noun qui se cache. En fait, c'est antem. D'accord? Il y a un noun, donc je vais mettre comment dire, un astérisque, un truc comme ça. Ça, c'est la forme comment dire, primitive, et le noun a été assimilé. Vous savez que le noun a tendance à s'assimiler quand le noun est contre une consonne, antem. En fait, on va avoir tendance à dire atem. Vous avez dû le voir quand vous avez étudié les verbes penoun, les verbes à première radicale noun, comme nafal. Si vous dites à l'inaccompli je tombe,
normalement c'est ektol au lieu de dire enpol. Je vais vous rappeler par exemple donc le verbe nafal. Là, je vais vous mettre ça. Où est-ce que je vais mettre ça? Bon, c'est pas grave. Vous avez nafal, le verbe nafal. Donc si vous dites à l'inaccompli, donc sur la base donc de ektol, hein, si vous prenez votre paradigme ektol, eh bien ça va vous donner quoi? Donc ektol. Ça, c'est ce qu'on attendrait. On va dire N Paul. Donc ça, c'est ce qu'on aurait normalement. Sauf que du coup, ça va vous donner, le noun va être assimilé, on va dire Ep Paul. Ep Paul. D'accord? Ep Paul, Tipol, etc. Il Paul, il tombe. Voilà. Donc ça, c'est important. Pareil pour Nathan. Enten, au lieu de dire Nathan, Enten, je donne, on va dire Etten. Vous voyez? Euh, et du coup, le fait qu'on soit. Je vais vérifier, oui. Bon, attends. Ouais, c'est bon. Euh, voilà, donc ça, il faut comprendre ce phénomène d'assimilation du noun. Le noun est assimilé par la consonne qui suit. D'accord? On va dire et là, c'est ce qui va se passer ici. Donc, on va mettre un dagesh fort dans le tav. Dagesh fort, qui est un dagesh donc de gémination. Le tav a avalé le noun qui précède. On appelle ça une assimilation régressive. On a mangé la lettre qui est derrière soi. Donc, le tav assimile de façon régressive le noun qui précède. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un dagesh. Partant de là, quand vous dites attem, vous apprenez le sens, ça sonne attem. Vous avez une voyelle A. Votre voyelle A se trouve dans une syllabe fermée. Parce que attem, avec un dagesh fort, c'est at plus tem. At, tem. Le tav compte double puisqu'il a été géminé. Même dans la forme primitive, an, tem. Vous voyez, vous aviez deux syllabes fermées. Donc le A est dans une syllabe fermée. D'accord? Donc ça, retenez bien, quand vous avez un dagesh fort, un dagesh de gémination, la consonne, elle compte double. Et donc, on va considérer qu'elle ferme la syllabe et qu'elle en ouvre une autre. Le tav compte double, il va fermer la syllabe, at, et ensuite tem, at, tem. Et donc, un A en syllabe fermée, par défaut, c'est écrit avec un patard. D'accord? Un A en syllabe fermée, par défaut, c'est écrit avec un patard. Ensuite, la deuxième syllabe, c'est tem. Et là, on est, on est dans un. Alors évidemment, ça dépend de l'étymologie, mais non, même là, en fait, le fait qu'on soit dans une syllabe fermée, euh, euh, ça dépend de l'étymologie. Bon, retenez que là, c'est un ségol. Voilà. On va pas compliquer les choses. Euh, le noun ici, comment vous souvenir qu'il y avait un noun ici, anta? Le problème, c'est qu'en hébreu, on ne trouve pas la forme avec noun. Réfléchis. En araméen, vous avez la forme avec ou sans noun. En arabe, vous avez anta. Donc voilà, si vous avez fait d'autres langues sémitiques, comme l'arabe ou l'araméen, vous savez qu'il y a un noun ici. En hébreu, il a été mangé. C'est pareil au singulier d'ailleurs. Quand vous dites atta, donc toi, deuxième personne du singulier, atta, c'est pareil, c'est anta. Quand vous dites à deuxième personne féminin singulier, c'est anti, normalement, et donc qui a donné atti, et même le i à la fin tombe, on dit at. Ah, vous savez, en hébreu, la at, pronom indépendant, deuxième féminin singulier. Donc, retenez qu'il y avait un noun, que ce noun a été assimilé, et donc, voilà comment il faut vocaliser attem. Donc, je vais corriger la vocalisation. Donc, on met un dagesh et un ségol, attem. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, attem, c'est le pronom indépendant et non pas le pronom suffixe. Et il n'y a pas de préposition al. Donc, c'est pas shalom alecha ou alechem ou lachem ou je ne sais quoi, c'est shalom attem. Donc, au niveau syntaxe, on a un problème. Est-ce que quelqu'un a... Ah oui, et puis alors attendez, avant de revenir là-dessus, sur la vocalisation de shalom, euh, pour vocaliser shalom, bon, vous connaissez hein, le substantif shalom, il n'y a pas de problème. Mais donc, si vous regardez le découpage en syllabes, vous avez chat et l'homme. Chat est une syllabe ouverte, consonne voyelle. Chat,
l'homme. L'homme est une syllabe fermée, consonne, voyelle, consonne. Syllabe ouverte, un A en syllabe ouverte, normalement il s'écrit Kametz. Donc déjà, il y a une première correction à faire. Un A en syllabe ouverte s'écrit Kametz. C'est une règle. Voilà. Shalom. Le O ici, il n'y a pas 36 000 voyelles en hébreu, hein, il n'y a qu'une seule voyelle O, donc vous n'avez pas de doute à avoir. Quant à l'origine de cette voyelle O, si vous voulez tout savoir, cette voyelle O, elle dérive d'un A long primitif. Ça, vous pouvez le savoir si vous avez fait de l'arabe, puisqu'en arabe, on dit salam. Vous voyez? Vous le savez aussi si vous avez fait de l'araméen, parce qu'en araméen, on dit shlam. Vous savez si vous avez fait de l'acadien aussi, enfin bref, si vous avez fait d'autres langues sémitiques, en principe, vous savez qu'effectivement, en fait, ici, vous avez un A long primitif. Mais le A long primitif devient O en hébreu. Donc ça, c'est un déplacement de timbre qui concerne les langues dites cananéennes. Il y a l'hébreu, bien sûr, qui est la langue la plus connue, mais vous avez aussi le phénicien, donc ça correspond au Liban actuel, si vous voulez. Vous avez aussi les dialectes dits transjordaniens, c'est-à-dire du royaume de Moab, d'Ammon, d'Édom, etc. Donc, donc à la Jordanie actuelle, royaume hachémite de Jordanie actuelle, vous voyez, en Jordanie actuelle. Donc c'est les inscriptions découvertes dans ces pays-là. On peut observer le passage du A long au O, tout comme en hébreu. Donc on appelle ça le déplacement cananéen. Déplacement cananéen, un A long primitif devient O en hébreu. Donc on sait qu'on a un O en hébreu parce que sur la base des autres langues sémitiques, évidemment. Donc sinon on ne pourrait pas le savoir. Mais donc étymologiquement c'est un A long. Tous les A longs deviennent des O en hébreu. Celui-ci, il n'y a pas de problème, c'est un A normal, il n'est pas long, c'est un A bref, mais un A bref en hébreu s'écrit kametz, en syllabe ouverte. Donc ça, c'est pour Shalom. Pardon. Oui. Ouais. Sur Shalom, d'habitude, on a une mère de lecture. Alors, la question de la mère de lecture. Dans le TM. Oui, oui, effectivement, c'est une très bonne remarque. Ici, on n'a pas de mère de lecture. Pourquoi? Parce que l'usage des mères de lecture se développe progressivement avec le temps, au fil des siècles. À cette époque-là, on trouve parfois des mères de lecture, mais l'usage est bien moins abondant que ce qu'on va observer plus tard. Les mères de lecture au départ, vous voyez, on va mettre un vav. Le vav au départ, c'est une consonne, c'est un son ouë. Le yod au départ, c'est pas une mère de lecture. Le yod au départ, c'est un son ieux. Mais effectivement, il y a un certain nombre de cas. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ce suffixe yod vav là, tout à l'heure. Quand j'ai yod vav, est-ce que c'était prononcé wa, yaou, ou bien est-ce que c'était prononcé o? Vous voyez, si j'écris en transcription, yaou, ou bien yo, avec la possibilité qu'effectivement, bah oui, la diphtongue AU, vous voyez, si le vav, je l'écris AU, vous savez, comme d'ailleurs, des fois, on note comme ça, au lieu de mettre un W, on met parfois une, comment dire, une demi-lune en dessous. Comment on fait comme ça? Non, je ne sais plus où est le raccourci sur mon clavier. Ouais, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Je ne me rappelle plus où est le raccourci sur le diacritique. Mais là, on met une petite, voilà, pour dire qu'en fait, le we, c'est comme un ou, mais qui glisse, voilà, we, avec la langue sur le palais. Bon. Et donc, effectivement, de au, on peut facilement contracter en o. En français, au se prononce o, de fait. Voilà, quand on voit le verbe sauter, on ne dit pas le verbe sauter, on dit le verbe sauter. Le a et le u deviennent o. C'est pareil, là, le a et le vav peuvent devenir o. Donc, on sait que le vav, qui est à la base une consonne prononcée ouë, est susceptible de devenir une voyelle O. Et c'est ça qu'a donné l'idée, évidemment, de dire, bon, bah tiens, finalement, est-ce que je ne pourrais pas l'utiliser pour noter un son O? Alors, dans des mots où précisément il y avait une diphtongue A ou qui a été contractée en O, il suffit de maintenir l'orthographe historique. C'est comme en français, vous voyez, on continue sauter, le verbe sauter, on continue à l'écrire S-A-U-T, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de réforme de l'orthographe, hein, à Dieu ne plaise. Mais voilà, donc en français, on continue à l'écrire comme ça, même si on dit oui, bon, très bien, ça on prononce plus. Bon.
des gens ont eu l'idée en disant, bon, très bien, on a une orthographe dite historique, on écrit le mot comme ça, on ne le prononce plus comme ça, mais on continue à l'écrire comme ça. Donc, en marquant la différence entre l'écriture et la prononciation, en disant, bah, tiens, c'est intéressant parce que ça nous rappelle l'étymologie, ça nous rappelle plein de choses, etc. Bon. Donc, il y a des cas où, effectivement, on va trouver le VAV et c'est ça qui a pu donner l'idée à des gens de dire, bah, tiens, finalement, ce VAV, je vais le garder et il va me servir pour noter la voyelle O ou une voyelle ou O. Donc, c'est comme ça que sont nées les mères de lecture. Alors, à quel moment naissent les mères de lecture? Autrement dit, à quel moment est-ce qu'on va dire je vais introduire un VAV qui n'a jamais été une consonne? On n'est pas dans un cas de contraction de la diphtongue, vous voyez? C'est pas un cas où on va dire tiens, on va inventer comme quoi il y avait une diphtongue A ou contractée en O. Non, non, pas du tout. Vous voyez, dans Shalom, par exemple, on sait que c'est un A long primitif. Si vous écrivez Shalom avec un VAV, oula, pardon, j'écris en grec, là, ça va plus. Si vous écrivez Shalom écrit avec un VAV, faut pas imaginer que c'était Shalom et que le AO a été contracté en O. Non, non, il n'y a jamais eu de consonne VAV. Donc là, si on met un VAV, c'est pas du tout pour préserver une étymologie ou quoi que ce soit, c'est simplement pour indiquer une voyelle. Euh, J'ai une question à ce oui, sujet. Il n'y a pas des mères de lecture partout, et en général, me semble-t-il, mais je me trompe peut-être, on les met quand il y a un risque de confusion. Parce qu'on pourrait avoir Chalem, enfin, on a vu ça dans un autre ouais. cours, cette racine a donné beaucoup, beaucoup de mots. Donc, ça suppose, j'imagine, qu'à un moment donné, pour éviter toute confusion, on a voulu absolument affirmer que c'était un son O. Donc la question, parce que j'ai vu même une inscription dans laquelle il y avait une mère de lecture après le chat. Il y a un Aleph après le chat. Donc, mais c'est une inscription plus tardive, hein, naturellement. Donc, est-ce qu'on sait à quel moment on a mis, parce qu'il ne me semble pas que dans la Bible, on l'ait sans mère de lecture. Alors, donc, l'usage des mères de lecture va se développer au premier millénaire avant notre ère. Il y a des débats pour savoir est-ce qu'à Ougarit, on est au XIIIe siècle avant notre ère, est-ce qu'il y a des mères de lecture? La difficulté, c'est qu'on a effectivement des yods et des vaves, mais qui peuvent tout aussi bien être étymologiques, et d'ailleurs peut-être même que la diphtongue était prononcée et non pas contractée. Donc si vous voulez, c'est compliqué quand on a des textes où si vous avez maison, byte, écrit bet, yod, tav, est-ce que c'était parce que c'était effectivement prononcé byte, ou bien est-ce qu'on prononçait bet? Donc là, vous savez, l'état construit, on dit bet quelque chose, mais on a continué à écrire le yod. Bon, quelle était la prononciation réelle? Vous voyez, c'est des discussions de cet ordre. Pareil pour la mort, maut, donc la mort, c'est le verbe mavet, on dit en hébreu massorétique, maut ou mot. Est-ce que c'était prononcé maut ou mot? Et si je vois mot écrit avec un vav, est-ce que c'est parce que c'est une mère de lecture? Voilà, donc il y a des cas, c'est un peu difficile. À partir d'un moment, on commence à voir, effectivement, donc dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère, là, on a des cas assez clairs d'usage de mère de lecture où on dit là, ce vav n'est pas étymologique, il n'y a jamais eu de consonne vav, il ne résulte pas de la contraction d'une diphtongue. C'est vraiment quelqu'un qui a introduit cette voyelle-là. Mais au départ, ça se fait de façon assez timide. Alors effectivement, comme vous dites, on peut supposer que que le scribe s'est dit, tiens, je vais mettre ce vav pour éviter la confusion avec autre chose. Mais encore faut-il que lui estime qu'il puisse y avoir confusion. Quand beaucoup de gens écrivent, vous savez, c'est ça le problème. Nous, on écrit, on a toujours l'impression d'être très clair. Moi, je corrige des copies avec des étudiants qui ne comprennent rien à ce qu'ils disent, et eux sont persuadés que ça fait parfaitement sens et qu'il n'y a pas de confusion possible. Donc, si vous voulez, il y a un effort intellectuel à faire pour toi-même de se dire, ah, ce que j'écris pourrait être mal interprété. D'ailleurs, moi aussi, je vois bien quand j'écris des textes, je me fais relire par d'autres personnes qui me disent, oui, mais non, mais là, on comprend pas. Tu parles de qui, là? Et tu parles de quoi? Il faut mettre une virgule. Enfin, voilà. Et moi, je me dis, ah oui, d'accord. Dans ma tête, c'était très clair. Donc, effectivement, on peut comprendre l'idée de mettre une aire de lecture pour éviter une confusion avec une autre forme possible, mais encore faut-il que le scribe soit conscient qu'il puisse y avoir ambiguïté, ou bien qu'on lui ait appris à faire comme ça. Ça pose aussi la question de la formation des scribes, des écoles de scribes et des règles orthographiques. Nous, quand on va à l'école, on nous dit c'est comme ça qu'il faut écrire un mot. Si on l'écrit comme ça, c'est une faute d'orthographe et on se fait gronder. Donc, à l'époque, Oui, mais alors évidemment, justement, oui. pardon, euh, euh, vous, naturellement, vous avez l'habitude, vous savez ces formules de salutation, et moi je commence à les savoir aussi parce que j'en ai vu, mais qu'est-ce qui fait que nous, j'imagine, naïfs, voyant ça, on ne pourrait pas imaginer notre vocalisation?
Bah, précisément parce que Que, c'est une formule très classique et que tout le monde voit ça, ne pense pas à vocaliser autrement. d'accord. Donc, mais ça veut dire qu'un étudiant qui n'a jamais vu ça, il peut légitimement se poser la question. Oui, mais quand c'est sa langue Un maternelle, vous é- savez, faites le test. Je vais vous Oui, dire non, non, moi je franchement. parle d'un étudiant aujourd'hui. Je parle d'un Ah oui, bien étudiant sûr. Ah, aujourd'hui. mais bien sûr, bah c'est évidemment, c'est nous aujourd'hui qui avons cette difficulté. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y va lentement, qu'on prend du temps, parce que l'idée c'est de vous former et d'acquérir suffisamment de maîtrise et d'habitude pour pouvoir dire non, mais là il n'y a pas de doute, c'est évidemment ça, et il y a pas question. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on discute. Est-ce qu'il faut lire ça? Comment il faut lire ça? Là, on n'a pas encore discuté de justement de la syntaxe, tout ça. Voilà. Donc là, on résout des problèmes. Une fois que ce sera acquis, bon, là, ça posera plus de problème. Mais effectivement, c'est nous qui avons des problèmes aujourd'hui quand on déchiffre des inscriptions anciennes en disant on ne comprend pas ce que ça veut dire. Quand c'est sa propre langue, c'est très facile. Regardez, faites le test, vous trouverez ça facilement. Des gens qui vous envoient des textes sans voyelles, d'ailleurs, puisqu'on parle de mère de lecture, on parle de voyelles. Si je vous envoie un mail dans lequel il y a zéro voyelle, il y a des gens qui s'amusent à faire ça, vous comprenez tout. Ou pratiquement tout, et votre cerveau fait instantanément replace les voyelles qu'il faut, etc. Donc en fait, un texte sans voyelles, nous, ça nous choque au début quand on apprend une langue étrangère, qui est en plus une langue ancienne, et qui se retrouve sans voyelles, on se dit c'est pas possible. Mais pour quelqu'un dont ça n'est pas une langue ancienne, mais dont c'est la langue vivante et la langue maternelle, les gens qui s'écrivent à l'époque, là, au 7e siècle avant notre ère, pour eux, ils se posent pas la question. C'est évident que c'est Hachalom Atem et que personne ne va imaginer que ça puisse être autre chose que ça. C'est vraiment l'évidence même pour eux, donc il n'y a pas du tout besoin de mettre une mère de lecture. Et donc, en tout cas, l'usage des mères de lecture va se développer. On en a quand même quelques-unes dans ces ostracas, et j'ai même eu la surprise, dans cette collection, de trouver, y compris des mères de lecture là où j'en attends pas. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la préposition lamed avec les suffixes, hein, lachem, lecha, pour toi, lecha, à toi. Même dans le texte massorétique, lecha va être écrit lamed kaf. Et vous n'avez pas de mère de lecture he pour le son a. Et bien là, dans certains de ces ostracas, qui datent donc vers 600 avant notre ère, j'ai vu lecha, un suffixe ra, écrit kaf he. C'est assez remarquable de dire 600 ans avant notre ère, on a déjà poussé l'idée de mère de lecture en disant tiens, et si je mettais un he à la fin, parce que sinon, comment je fais pour savoir si c'est à toi femme ou à toi homme? Alors dans le contexte, on sait très bien qu'on écrit un homme, donc il est vraiment pas utile, cette mère de lecture n'est pas utile, mais on a quand même quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais mettre une mère de lecture. Ah, donc là, on a même, donc, dans ces ostracas, on a souvent beaucoup moins de mères de lecture que dans le texte massorétique, en hébreu massorétique, on va dire. Mais il y a des cas où c'est le contraire, où on a davantage de mères de lecture que dans le texte massorétique. Et ensuite, cet usage va se développer de façon assez impressionnante euh, quelques siècles plus tard, puisque à Qumran, on a des manuscrits qui datent du 2e siècle avant notre ère. Donc là, on est quelques siècles plus tard. Là, je vous parle, on est voilà, là, on est 7e, 6e siècle avant notre ère. Quelques siècles après, 2e siècle avant notre ère, alors là, on a une abondance chez certains scribes, hein, je ne dis pas que tout le monde fait comme ça, mais dans certains manuscrits, par exemple le grand rouleau d'Isaïe, celui qui est très connu, là, qui fait 7 mètres de long, eh bien dans ce grand rouleau d'Isaïe, vous avez un usage extrêmement abondant de mère de lecture, ce qui est très intéressant pour nous, parce que parfois le scribe va mettre une mère de lecture comme un vav, alors que nous, dans le texte massorétique, c'est vocalisé, j'en sais rien, avec une voyelle I ou une voyelle A, donc on se dit, bah là, il nous met une voyelle O ou U, puisqu'il y a un vav, et donc, on se dit, ah tiens, ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas le texte. Donc, pour nous, c'est formidable, c'est le paradis d'avoir, là, c'est vraiment, voilà, c'est d'avoir toutes ces mères de lecture, avec en plus des systèmes de double mère de lecture. Vous voyez, qui, quand vous avez la particule qui, je dis que, hein, Amar, Amarti, qui. Voilà, Ko, Amar, Adonai, qui, etc. Le qui s'écrit normalement Kaf Yod euh, en hébreu massorétique, et bien là, il va être écrit Kaf Yod Aleph. Et vous avez une mère de lecture Aleph alors qu'on a déjà une consonne I. D'où la question de se dire, est-ce que les gens prononçaient Kiya avec une forme longue, ou bien est-ce que c'est une façon de dire que c'est qui avec un i long et le aleph vous dit c'est un a long. Comme en arabe aujourd'hui, on vous met un alif pour vous indiquer la longueur de la voyelle. Vous voyez, moi, j'en sais rien, franchement, hein, c'est assez difficile de trancher entre ces différentes possibilités. En tout cas, effectivement, on va se retrouver avec une abondance de mères de lecture. Et puis après, pour ce qui est effectivement de rationaliser l'usage des mères de lecture dans le cas. Alors, pardon, je vois que quelqu'un lève la main. Oui.
Oui, je vous écoute. Désolée. En fait, c'est une question sans doute évidente pour tout le monde, mais j'ai qu'un an d'hébreu derrière moi. Anthem, est-ce que An, on peut interpréter ça comme une préposition? J'ai pas entendu, l'explication, à propos Ah, pour de Anthem. Alors, attendez, je finis oui, l'explication sur les mères de lecture et je oui, reviens à merci, votre question. Euh, merci beaucoup. Et donc, en hébreu moderne, hein, pour revenir sur la question d'utilisation des mères de lecture pour éviter les confusions, c'est effectivement la règle qui prévaut dans les règles orthographiques de l'hébreu moderne. Donc, évidemment, maintenant, il y a une académie de la langue hébraïque, comme il y a une académie française qui dit c'est comme ça qu'il faut écrire et pas autrement, etc. Donc, effectivement, en hébreu moderne, on a décidé d'utiliser un minimum de mères de lecture, parce qu'on est un peu feignant, c'est normal, et en même temps de dire on va les utiliser quand il y en a besoin. Donc, typiquement, dans des conjugaisons où là, pour le coup, ça nous paraît un peu choquant, comme vous voyez, le piel, d'Iber, on va mettre un iode entre la première et la deuxième radicale, parce que on se dit, bah oui, parce que si j'écris d'Aleph Betresh, ça peut être Davar. Bon, très bien. Donc, si je mets un iode, ça veut dire d'Iber. Donc tout le monde a compris que c'était du piel. Donc même Dibarti, on va mettre un. Donc effectivement, on va trouver en hébreu moderne. Alors, c'est pas nouveau, hein, la littérature rabbinique déjà. Hein, l'hébreu a un usage continu. Hein, c'est pas imaginer qu'il y a des gens au 19e siècle qui ont inventé une langue. Pas du tout. Ils ont simplement poursuivi et développé les traditions qui existaient déjà dans la littérature rabbinique. Donc, effectivement, on va voir cet usage de mère de lecture. Ici, en tout cas, on n'a pas d'homogénéité ou de règle absolue dans ces ostracas. De manière générale, il y a beaucoup moins de mères de lecture que dans le texte massorétique. Donc ça c'est une remarque, vous allez vous la faire assez vite. Vous verrez que là où vous avez l'habitude d'avoir des mères de lecture, vous n'en avez pas. Ce qui vous embête, effectivement, parce que vous dites, ah mince, si j'avais un vav entre le lamed et le même, c'est sûr que je saurais que c'est shalom. Voilà, on se dit, là, ça simplifierait les choses. Maintenant, quand vous regardez le texte massorétique, vous verrez qu'il n'y a pas non plus un usage homogène et cohérent des mères de lecture. Vous allez parfois trouver avec, parfois sans. Moi, je n'ai pas regardé toutes les occurrences de Shalom dans la Bible hébraïque. Il se peut tout à fait qu'il y ait des occurrences de Shalom sans mère de lecture, vous voyez, et d'autres avec. Donc voilà pour ce qui est de l'usage des mères de lecture. Euh, pour revenir donc à la question de Anthem, alors non, pas du tout. Hein, je ne dis pas que c'est deux mots qui se sont collés, An suivi de thème. Je dis que c'est le mot lui-même, le pronom suffixe, c'est Anthem. En fait, la racine, c'est Ant, et le même à la fin est un suffixe, ou plutôt une postformante. C'est pas un suffixe, c'est une postformante, qui indique le pluriel. Mais au singulier, vous avez anta au masculin, anti, donc ça, c'est les formes primitives. Donc simplement, il faut retenir comment dire, c'est comme, voilà, ça fait partie de la racine, le nun fait partie de la racine, et donc, voilà, la racine, c'est Aleph, Tav, Nun. C'est ça qu'il faut retenir. Et ensuite, on va construire les mots à partir de ça. Mais le Nun a été assimilé. C'est comme quand vous dites Isha, ou la femme, en hébreu, en fait, c'est pareil. Il y a un Nun. En fait, la racine, c'est Aleph, Nun, Shin. C'est Insha, mais le Nun a été assimilé. Vous le retrouvez au pluriel, vous dites Nashim. En hébreu, les femmes au pluriel, c'est Nashim. Les hommes, Anashim. Donc, vous retrouvez la racine Aleph, Nun, Shin, et puis la finale Im au pluriel. Donc voilà, Mais oui. du du coup, je ne comprends pas comment les 2 mots, sont liés parce qu'on attendrait, comme vous le disiez au début, une préposition, non? Oui, alors voilà, très bien. Merci. Merci. C'est effectivement le problème qui nous reste à régler. Donc on a shalom, on a atem, et comment lier les deux mots? Shalom, atem, shalom, vous, sans préposition, sans rien, sans qu'est-ce que ça veut dire? Alors est-ce que quelqu'un a une idée du lien qu'on peut faire entre ces mots? Parce qu'il y a un problème qu'on n'a pas réglé, c'est le problème du ha devant. Alors, je vous écoute. Il faut que vous ouvriez votre micro. Oui, ça pourrait être un fait avec un Ratef Patar qui pourrait donc nous donner une question. Est-ce qu'il y a le salut pour vous? C'est ça, Est-ce que vous allez bien? très bien. Alors, effectivement, le he, au lieu d'en faire un article défini, on peut en faire un he interrogatif. Si ça avait été un article défini, à ce propos-là, on n'aurait pas mis un kamet dans tous les cas, puisque l'article défini, normalement, s'écrit he plus patar,
plus Dagesh dans la consonne qui suit. He plus patar et Dagesh. D'accord? Donc, on aurait eu Hashalom, comme ça, patar plus Dagesh. C'est ça qu'on essaye de faire. Le Dagesh que vous avez, en principe, c'est pareil, enfin, c'est pas tout à fait sûr, mais il y a l'idée que c'est probablement un noun qui a été assimilé. Quand vous avez hilné, vous voyez, vous avez un élément déictique on montre quelque chose. Hen, hilné, ça pointe, donc un élément, voilà, ha, l'article défini, on pointe. Quand on dit ha sefer, vous avez sefer, c'est un livre, voilà, il y a un livre, mais ha sefer, le livre, vous pointez du doigt, donc c'est un élément déictique, ça vient du verbe deiknumi en grec, hein, donc c'est le fait de montrer quelque chose, et donc c'est un élément qui montre, qui pointe, et donc on pense qu'il y avait un noun, et que ce noun a été assimilé. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais donc, si ça avait été ha shalom, la paix, on aurait mis patar plus dagesh. Mais effectivement, c'est probablement pas l'article défini, c'est le he interrogatif. Est-ce que? Et le he interrogatif se vocalise différemment, il se vocalise avec un chatef patar. Est-ce que, shalom, vous? D'accord? Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Dès lors, à partir du moment où on a dit que le he est peut-être un he interrogatif, eh bien peut-être que ce qu'on a derrière, ça n'est peut-être pas comment dire, le substantif shalom, qui désigne le bien-être, parce qu'effectivement, est-ce que vous, bien-être, on se dit c'est un petit peu compliqué. Alors bien sûr, on peut faire des propositions non verbales. Hein. Proposition non verbale, si je dis Michael Anochi, ça veut dire Michael, moi, ça veut dire je suis Michael. Donc, si on suppose que c'est une proposition non verbale et qu'il faut suppléer, donc on identifie le sujet et le prédicat, hein, Atem étant le sujet et Shalom étant le prédicat, est-ce que vous êtes Shalom? Alors, vous êtes Shalom, ça veut dire quoi? On vous met l'étiquette Shalom. Est-ce que vous êtes Shalom? C'est-à-dire, voilà, dire bonjour, je suis Shalom. Bon. Alors, ça veut pas dire que vous êtes l'incarnation du bien-être, hein, dire bonjour, je me présente, je suis voilà, l'incarnation du shalom, pas forcément. On peut imaginer qu'on associe à une personne une qualité, vous êtes étiqueté avec cette idée de shalom, et que le shalom désignant le bien-être, est-ce que vous êtes étiqueté en tant que bien-être? Mais on peut aussi réfléchir à la formation du mot shalom lui-même, et ça, évidemment, ceux qui ont suivi le cours avec moi consacré à shalom ou semestre d'année, vous le savez. Le mot shalom, en fait, morphologiquement, sa construction, c'est la construction d'un infinitif absolu. Donc, si vous ressortez vos paradigmes, je vous les montrer, si vous avez oublié le paradigme du verbe fort, voilà, vous regardez, vous avez donc le kal, katalti, katalta, katalt, etc., etc. Et si vous allez voir l'infinitif, vous avez l'infinitif constructol et l'infinitif absolu, katol. Katol, c'est l'infinitif absolu. C'est un schème, donc un schème katol. Et donc vous prenez la racine chi de la bête même, vous faites l'infinitif absolu du verbe chi de la bête même, ça vous fait shalom. Et donc shalom, c'est aussi comme si vous prenez l'infinitif. D'ailleurs en français, le bien-être, c'est le verbe être, c'est le bien-être. Et l'infinitif absolu est donc une façon de désigner la notion véhiculée par le verbe euh, sans en faire une phrase conjuguée entre guillemets. Donc, on pourrait dire, est-ce que le fait d'aller bien, est-ce que vous, le fait d'aller bien? C'est-à-dire, est-ce que vous allez bien, du coup? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on comprend mieux cette syntaxe sur l'utilisation de Hashalom Atem, qui est une syntaxe effectivement ancienne, qui est peut-être... Alors, vous savez que l'infinitif absolu va disparaître, en plus de la langue hébraïque, hein, on ne le trouve plus, l'infinitif absolu... euh, euh, Oui, dans la littérature rabbinique, il n'y a plus que l'infinitif construit, on est dans le moderne pareil, Skakumra nous utilise encore l'infinitif absolu, on le trouve un peu, mais c'est peut-être déjà une forme un petit peu désuète. Et donc, il est possible que cette formulation Hashalom Atem, en fait, ce soit un vestige, et que déjà, même à l'époque de cet ostracon, ce soit déjà un vestige ancien. Parce qu'on peut imaginer, ensuite, d'ailleurs, on va voir se substituer, où justement, on va voir l'usage de la préposition lamed, ce qu'on imaginait au départ. Shalom lachem. Est-ce que shalom à vous? Est-ce qu'il y a du shalom pour vous, à vous?
Ah oui, merci, j'ai du shalom. Bah oui, regardez, je suis en bon état. Avec une préposition qui va introduire effectivement, et donc là on a une syntaxe qui est différente. Donc là, peut-être qu'on a affaire ici à une syntaxe plus ancienne, où l'infinitif absolu est encore utilisé, ou c'est peut-être l'origine de la construction du mot shalom. Voilà, donc il y a plein de façons, il faudrait pouvoir interroger les gens à l'époque, hein, et encore, je ne sais même pas si eux-mêmes sauraient répondre, parce que c'est vrai qu'en français, il y a tout un tas de constructions, les gens utilisent des constructions sans le savoir, et on dit bonjour, on le met en un seul mot. Peu de gens se disent que bonjour, c'est bon suivi de jour. Vous voyez, bon, si quand même on doit pouvoir le savoir, mais les gens le disent machinalement. Comme justement pour le cours sur Shalom, on dit salut de façon très, voilà, c'est familière, salut, salut. Salut, le salut, c'est le fait d'être sauvé. Donc, waouh, d'un seul coup, on demande aux gens s'ils sont sauvés. Je ne sais pas si c'est du prosélytisme, vous voyez ce que je veux dire, bon, ou s'ils sont rentrés sains et saufs. Donc, en fait, voilà, c'est pour dire que dans les expressions les plus courantes de la langue, de n'importe quelle langue, les verbes les plus courants, les mots les plus courants, les constructions les plus courantes, c'est aussi celles qui vont rester de façon figée, comme aujourd'hui en France, au, jour, ensuite des apostrophes, lui. Mais alors, lui, ça n'existe plus en français. Donc aujourd'hui, les gens ne savent plus que c'est au jour. Non, après, il y a des gens qui vont dire au jour d'aujourd'hui. C'est extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui. Non, non, c'est pas possible, ça. Voilà. Donc, ça montre bien, en fait, que parfois, soi-même, en tant que locuteur, on n'est pas forcément conscient de l'étymologie ou de l'origine de telle ou telle expression qui devient figée, où les mots peuvent se retrouver les uns collés aux autres et on ne se pose plus la question. Donc, effectivement, Il c'est y une avait, salutation classique. oui, oui, il y Oui? avait autrefois une revue et une émission de radio qui s'appelait Salut les copains, Oui. sans préposition. Voilà. Euh, Effectivement, sans préposition, pas salut aux copains ou pour les copains, mais salut les copains. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Donc, ha shalom atem, est-ce que shalom vous? Voilà, c'est ça. Et vous, vous êtes shalom, vous êtes tout va bien. Voilà, c'est le shalom désignant le bon état. On demande si ça va bien. C'est la formule classique. Alors, on peut vérifier dans le texte massorétique. D'ailleurs, si on a, je vais me remettre le texte massorétique à l'écran. Hop, tac, voilà. Euh, on va fermer le dictionnaire, on n'en a plus besoin. Et donc on peut dire, est-ce qu'on a le he interrogatif? Il est là, tac, suivi du mot shalom, voilà. Et, vous voyez, ha shalom, lo. Est-ce que shalom a lui? Et c'est intéressant, parce que là, on a la préposition lamed, vous voyez. Euh, et là, on a ha shalom avichem, ha shalom lanar. Donc des fois, la préposition lamed, et parfois pas de préposition. Regardez dans 2 Samuel, ha shalom ata. Achi, mon frère. Est-ce que shalom, toi, mon frère? Ouais. Donc c'est exactement la même syntaxe. Bon là, on a ata au lieu de atem, mais c'est exactement la formulation qu'on a ici. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc hashalom lar, hashalom leishera. Donc on a aussi la préposition lamed. Voyez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je cherche des hashalom suivis. Bon alors des fois on n'a même pas, on n'a aucun euh, 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 des fois, on pose Hachalom tout court. Hein. Hachalom, est-ce que ça va? C'est comme si on disait à quelqu'un, ça va? Est-ce que ça va? Mais comment ça va? Bah, toi, ça va. On précise même pas. Bon, voilà. Euh, donc voilà, vous n'avez pas beaucoup, vous voyez, il n'y a pas non plus beaucoup d'occurrences de Hachalom dans le texte massorétique, mais vous l'avez, y compris avec donc un pronom. Vous voyez, ici, vous avez l'exemple Hachalom Ata Achi. Bon, euh, voilà, voilà. Et puis là, pareil, même il y avait l'exemple suivant, un roi de Trèfle, Hachalom Boecha. Est-ce que Shalom, ton venir, ton action de venir, est-ce que l'action de venir est caractérisée par l'idée de la notion de Shalom, hein, qui est un verbe d'état, le fait d'être en bon état, alors on a discuté de ça au semestre dernier, et il répond Vayomer Shalom. Donc, voilà, on répond en un mot, c'est laconique, mais ça marche bien, c'est efficace. Donc effectivement, on se rend compte que c'est tout à fait une formule de salutation qu'on retrouve enfin, qui existe dans la Bible, même si c'est pas la formulation la plus courante, puisque la formulation la plus courante, c'est d'avoir la préposition lamed. Alors dans les ostracas, si on regarde juste 2 secondes
parce que je vois qu'il ne reste plus que quelques minutes, si on va regarder les inscriptions hébraïques, et si on se dit, tiens, est-ce que dans les inscriptions hébraïques, on a aussi donc l'interrogatif He, oh, ils me disent, voilà, c'est ça, suivi de Shalom, est-ce qu'on va le trouver écrit avec voilà, attends, il faut que je mette le point, c'est ça, voilà. Est-ce qu'on va trouver ça? On nous dit on en a un seul. euh, Ici, Hashalom Itra, est-ce qu'il y a la paix, le shalom avec vous? Moi, j'en ai beaucoup plus. Donc ça, c'est une base de données qui ne contient pas les inscriptions sur lesquelles je travaille. Mais je peux regarder tout de suite avec vous, parce que j'ai fait une concordance des inscriptions sur lesquelles je travaille. Tout ceci n'est pas encore publié, mais le sera bientôt, j'espère. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, si ça veut bien se charger. Mon ordinateur est à la peine, hein, il a besoin de vacances. Voilà. Et on va tout de suite aller chercher. Il faut que j'écrive en hébreu. Est-ce qu'il va me trouver ça? Non, alors attendez, peut-être que j'écris. Non, ça ne marche pas. Alors, Shin Lamed. Comment j'ai écrit ça? Non, alors, possiblement. Solution. Voilà. Non, pourtant, c'est un mot qui apparaît beaucoup, donc je suis un peu précieux. Peut-être que je l'écrive comme ça. Ah, voilà, shalom, là, c'est là. Voilà. Donc, regardez. euh, bon, alors évidemment, bon, on a Shalach Lishlom, on a aussi Hashalom, voilà, Hashalom Ata. Vous voyez ici, où est-ce qu'on l'a d'autre? Bon, c'est beaucoup aussi Shalach Lishlom. Ça, on envoie pour s'enquérir du bien-être, etc., etc. C'est aussi une formule assez stéréotypée. Bon, Hashalom Ata, vous voyez, on l'a encore ici. Hashalom Ata. Euh, chu, 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 chu. Voilà, on l'a plusieurs fois. En tout cas, le terme shalom apparaît évidemment très fréquemment dans ces lettres, c'est normal. Donc, en tout cas, on a plusieurs fois l'occurrence. Donc, une fois que ce sera publié, j'espère que ce sera intégré à la base de données, à Accordance, ce serait bien, et comme ça, on pourra plus facilement faire des recherches dedans. Enfin voilà, donc vous voyez maintenant que ce qui est très intéressant, grâce à cette nouvelle inscription, ça permet de documenter la syntaxe, une syntaxe qui est attestée dans le texte massorétique, et qui permet en plus de dire à quelle époque cette syntaxe est utilisée par rapport à d'autres syntaxes qu'on va trouver plus tard. Donc, c'est très intéressant pour pouvoir documenter justement les textes bibliques. Vous voyez, on a parfois shalom les avec la préposition lamed ou shalom avec un nom propre. Ça, si on peut déterminer que shalom suivi de lamed apparaît plus tard, ça va permettre de dater d'un point de vue linguistique le texte par exemple, là, on dit, tiens, dans la Genèse, on dit shalom plus lamed. Peut-être que ce texte a été écrit plus tard que le texte du livre de Samuel, où on a encore une formulation plus ancienne. Vous voyez, donc ça, c'est des éléments qui vont vous permettre à vous d'introduire une dimension diachronique dans donc ce qu'on appelle des chronolectes, hein. On étudie une langue, mais une langue, elle est attestée, les dialectes changent à travers les époques, ce qu'on appelle des chronolectes, et qui vont vous permettre d'identifier dans le texte massorétique différents chronolectes. Et donc de pouvoir dater, si vous faites un travail d'exégèse, et notamment en vous intéressant à l'histoire rédactionnelle des livres de la Bible, de pouvoir imaginer ou détecter à un moment donné des interventions postérieures. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques là-dessus? Non? C'est bon pour vous? Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé, on a commencé un peu tard, il y avait ces problèmes techniques, hein, malheureusement, avec Moodle qui fonctionnait pas, tout ça. Donc la séance a été un peu plus courte que d'habitude. Continuez à avancer, à travailler. Si vous avez des questions pour la prochaine fois, n'hésitez pas. Vous les notez, et puis en début de séance, je vous poserai la question, et voilà, n'hésitez pas à poser des questions. D'accord? Bon, eh ben alors, je vous remercie d'avoir été là pour ceux qui ont réussi à se connecter. Et bonne fin de journée, bon travail et au plaisir de vous revoir très bientôt.